Oh, un petit coucou. Hey, allez, c'est parti sur le live, sur l'ordre de Veyel, le chapitre 1, la fureur du roi. Allez, c'est Arcadia qui m'a motivé cet après-midi, il m'a dit « Allez Lucky, fais-nous un petit live, explique-nous ce que c'est l'ordre de Veyel. » Et ben, on y va? Allez, c'est parti. Je vais me mettre en bas parce que j'ai changé la caméra, j'espère que le son ne sera pas trop fort, je vais peut-être même un petit peu le baisser. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est un jeu de 1 à 7 joueurs. À partir de 15 ans, ils nous disent, mais honnêtement, ma fille y a joué, c'est juste les illustrations qui sont un petit peu délicates. En tout cas, les règles sont relativement simples, elles fourmillent de petits détails qu'il ne faut pas oublier, hein. Attention, ne me tombez pas dessus tout de suite, mais une fois qu'on les a acquises, le jeu se déroule d'une façon très fluide. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur et je vous explique comment ça se déroule et on se fait une petite partie. Allez, c'est parti. Donc, grosse boîte, le chapitre 1. Règles du jeu. Alors, les règles du jeu, je sais pas combien de pages on va avoir une vingtaine de pages. Le livret de règles m'a dérouté. On n'est pas sur un livret de règles classique avec des schémas. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus littéraire. Voilà, faut pas louper un mot, sinon on ne comprend pas. Faut pas se raccrocher à quelque chose de très cartésien, avec des schémas et des flèches de référence, pas du tout. C'est un manuel littéraire, je dirais. Salut DJ. Le plateau de jeu, qui est juste énormissime. Paria, donc l'éditeur, l'auto-éditeur, hein, si vous voulez le jeu, il faudra passer forcément par eux, sur leur site, Paria. Il est énorme. Il m'avait communiqué les dimensions, mais je suis quasiment au plus haut. Alors non, pas vraiment, mais pour qu'on puisse y voir quelque chose, on est vraiment de l'ordre de Cérébria en encombrement. Hein. Donc le plateau, très joli. Il est vraiment la DA est plus que séduisante. Donc, le plateau de jeu. Après, on va avoir le cœur du jeu. Le cœur du jeu, ce sont les personnages. Donc, hop, on en a une tétrachier, si je peux m'exprimer comme ça. Hop. C'est mal organisé, je sais. Vous avez tout ça de personnages. Sur des plateaux perforés, pour qu'on puisse placer tous les trackers, tous les marques, pour suivre vraiment tout ce qu'on a à faire. Et donc, les personnages ont des habilités, et vraiment l'essence du jeu, la rejouabilité, est vraiment là. Salut Arcadia. Donc ouais, Arcadia me posait la question, savoir la rejouabilité, elle est vraiment là. D'accord? Donc, tout ça, ce sont des personnages avec leur habilité, leur façon, leur gameplay, etc. Nous avons l'éclaireur, l'illusionniste, le mage de sang, guérisseur, brigand, assassin, aventurier, seller, érudit, bardesse, briseur d'ordre, chevalier, pyromancien, barbare, chaman, magicien. Vraiment, waouh! Et donc du coup, des combinaisons de personnages, des effets, des interactions entre eux, complètement différentes. Dites-moi si le son n'est pas trop fort, hein, parce que j'ai changé le micro de place. Après, vous avez les boss finaux qu'on devra tataner, qui sont au nombre de 4. Donc 3 dans la boîte de base et 1 débloqué par les stretch goals. Ça en fait 4. Pareil, avec leur pattern, leur réaction, leur script de combat, toujours sur des plateaux perforés. Là, on voit mes doigts derrière pour suivre tous les points de vie, etc. Donc vraiment, le matériel très bon. J'ai rarement vu un matériel aussi bon. Merci de me rassurer, Arcadia, c'est cool. À l'intérieur, on va retrouver également plein de choses, mais vraiment le cœur du jeu sont les différents plateaux que je vous ai pu vous montrer. Là, c'est les figurines pour remplacer les marqueurs. Elles sont disponibles sur le shop. Hein. C'était un stretch goal. Ici, nous avons les cartes de forgeron. La deuxième grosse partie du jeu, le build des personnages passera à 50% par ces cartes-là. Donc, pareil, je les ai pas comptées, mais elles en nombre pléthorique, industriel. Vous avez tout ça d'équipement.
Elles sont pas toutes uniques, les cartes, mais pour la statistique de drop, voilà, il y en a qui sont en plusieurs exemplaires. Je vous détaillerai les cartes dans un instant. Donc les cartes de forgeron. Ensuite, on va avoir un maximum de jetons pour suivre les capacités, les buffs, etc. Ici, c'est pour les jetons de niveau. On va avoir des cubes pour pareil, pour le suivi de l'endurance et des points de vie, rouge et vert. Encore des jetons pour le suivi des statuts, des buffs, etc. Là, par exemple, le poison. Là, c'est par exemple pour les bonus de défense. Nous aurons 2 gros jetons ici pour les joueurs, énormes pour s'y retrouver. C'est les jetons, c'est les figurines qui remplacent ces jetons-là. Ces 2 jetons-là, c'est le jeton de défenseur qui sera le tank, et ici les joueurs, il faut savoir où se retrouvent les joueurs dans le plateau, parce qu'il est énorme pour le suivre. Nous aurons des petits tuiles avec des chiffres pour le suivi statistique de nos personnages, des petits cristaux classiques, noirs, pour représenter l'argent du jeu, des petits standees pour les cartes pratiques, voilà, pratiques. Ici, nous aurons d'autres cartes. Nous aurons ici, hop, les cartes de phylactère, c'est les objets de départ qu'on peut prendre si on en a envie. On va avoir les cartes de l'alchimiste. Alors les cartes de l'alchimiste, c'est le 2e shop du jeu. Nous avons les cartes du forgeron et les cartes de l'alchimiste. C'est les 2 shops du jeu où on va pouvoir acheter des choses. Derrière, on va avoir les cartes événements que le maître du jeu pourra se servir. Ce sont les armes du maître du jeu. Nous aurons les salles, donc ça c'est le côté Dungeon Crawler, c'est les cartes qu'on va révéler tout au long de l'aventure pour savoir sur quelle porte on ouvre et qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. C'est les cartes de salle. Ensuite, nous avons ça, la régalade de l'artwork, vraiment, la direction artistique m'a vraiment touché dans ce jeu, elle est vraiment au top. On va avoir ça, c'est le bestiaire. Dispatch, ouais, c'est pas pour moi. il m'a interpellé au niveau de la question. Ça, c'est le set du bestiaire. Donc, nous aurons l'assassin squelette. Enfin, je vais vous faire le détail derrière en close-up. Mais tout ça, c'est le bestiaire. On va devoir donc en créer une pile et on tirera comme cela les personnages et les statistiques seront derrière. Donc, en termes de taille, là on est sur une taille classique de carte, on n'est pas sur une taille mini, hein. Une taille classique, là on est vraiment sur quelque chose de très grand pour profiter un maximum justement de ces artworks. Je vais vous les mettre en gros plan, vous allez voir, hein, c'est vraiment très joli. Donc, on va avoir ça comme bestiaire. La rejouabilité au niveau du bestiaire, elle est juste ok, d'accord ? On n'est pas sur quelque chose de pléthorique. On en a quand même suffisamment, mais c'est pas quelque chose de pléthorique. Ici, on va avoir les 4 grands... les 5... Alors, attendez. On va avoir les 4 boss qui vont être ici. Hop. Et on va avoir les 5 monstres puissants, les monstres élites, finalement, du donjon. Donc, les monstres classiques, les monstres élites et les boss. On va mettre tout ça de côté. Ça, ce sont les cartes spécifiques au boss qu'on va devoir prendre selon le boss qu'on va choisir. Pour finir, moi j'ai mis ça dans le petit sachet. On a beaucoup de dés de 20 et pas mal de dés de 6. Le jeu se passe sous caractéristiques de personnages, façon jeu de rôle, au dés de 20. Ici. Hop. Alors, on pose une question, DJ et Arcadia, c'est... En dessous du live, vous avez, lorsque vous êtes sur la page d'accueil, en dessous vous avez tout. Vous avez le planning, ce que je vais faire plus tard et tous les trucs possibles. Du coup, continuons maintenant un petit peu dans le cœur du jeu. Comment ça va se dérouler ? Comment ça se passe ? On va avoir ici un boss qu'on va choisir. Imaginons, pour cette partie, nous allons prendre le roi. On va prendre un nombre de persos équivalent au nombre de joueurs. Donc, en solo, on peut prendre 2 persos minimum, 3, 4, 5, 6, on en joue autant qu'on veut.
À la base, j'aurais aimé en jouer 4. Finalement, je trouve plus pratique d'en jouer 3 pour une question technique filmée, parce que on n'est pas sur des petites fiches de référence, on est quand même sur des plateaux A4. Donc un énorme plateau qui prend toute la place, plus les plateaux A4 pour suivre, c'est énorme. Donc je vais prendre que 3 personnages. Je les aime bien, il y en a évidemment plein d'autres pour le gameplay et des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus... Enfin, voilà, des choses qui sont vraiment très sympas à jouer. J'ai adoré l'éclaireur, j'ai adoré le mage de sang, le guérisseur aussi, enfin bon. Ici, une team classique dans les RPG, on va avoir un tank, un support, un DPS. La base. On pourrait avoir vraiment le vrai healer et le vrai support. Là, on est entre les deux avec la chamane. On est sur un pur DPS en AOE, pur DPS en air d'effet et un DPS tank en one shot. Donc un classique pour celui-ci. Hop, je vais mettre les autres et faire un petit peu de place. Alors, comment ça va se passer? Je m'éparpille, désolé. On va avoir sur le plateau de jeu, on va disposer des cartes de salle. Nos héros vont parcourir le donjon. Hop, ils vont parcourir le donjon en ouvrant, en découvrant des salles et en affrontant les monstres qui sont derrière afin d'obtenir gloire et récompense. Donc sur le plateau, ici nous avons 3 ailes possibles dans le donjon. On peut choisir une aile et la parcourir et révéler les cartes. Les cartes salles, hop, les cartes salles comme celle-ci, sont cadencées, programmées pour avoir une difficulté croissante. Le jeu nous dit de placer ici des cartes monstres, ici des cartes coffres et une vide, et on y va comme ça avec des choses préétablies. La seule chose qui n'est pas établie, c'est l'endroit où se trouvent les cartes. Le niveau, on va forcément se retrouver avec des monstres ici. Là, on va forcément trouver un coffre ou une salle vide, mais on ne sait pas où est la salle vide. Donc si on décide d'aller ici, bah, on a une chance sur 3 de trouver une salle vide. Donc la difficulté va être cadencée, mais on ne sait pas exactement, on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Les cartes salles, je vais vous en montrer une au hasard. On va en prendre une, par exemple la salle vide. Hop, la salle vide. La salle est vide, à l'exception du corps sans vie d'un guerrier. Boum. On a pas de quoi devenir glorieux. Ou alors, on peut avoir une salle avec des monstres, lancer un des 6 pour déterminer le nombre de monstres qui ne peut dépasser le nombre de joueurs. Ici, pour l'exemple de la partie, j'ai pris 3 personnages, je joue comme 3 joueurs, donc on pourra passer que 3 monstres. Salut Jaxer. Merci d'être là. Et donc, on va découvrir salle par salle et affronter ce que nous dit la salle. Le jeu est cadencé en plusieurs phases. On va avoir la première phase qui est ces 2 salles-là. Première phase, deuxième phase, on va rajouter une salle, troisième phase, une salle, quatrième phase, une dernière salle, et là, on a le choix, soit d'affronter le boss final, soit de repartir pour refaire toutes les salles et faire le boss final. Tout ça dans l'unique but de se stuffer. On va prendre, lorsqu'on tapera des monstres, lorsqu'on les tuera, on sera vainqueur d'une salle, on va pouvoir avoir du drop et de l'argent. Alors le drop, par exemple, ça sera des cartes de forgeron comme celle-ci. Sur celle-ci, il va y avoir plusieurs caractéristiques qui vont être appliquées à notre personnage et plusieurs améliorations. J'y viendrai en détail derrière. On se stuffe un maximum selon les prérequis et les exigences de notre personnage et on fait tout ça pour battre le boss final. Je vous montre une carte. Alors, classe. Ici, j'ai le barbare en main. Hop, je vous montre le barbare. J'espère que ça sera assez grand, mais en tout cas, comment se passe une carte? Qu'est-ce qui se passe sur cette carte? Vous voyez donc du coup au centre, barbare avec son artwork. Sur les deux côtés, ici et ici, vous avez vitalité et endurance. La vitalité, c'est les points de vie, l'endurance, c'est ses points de mana, ses points de forme, si vous préférez. Où on se retrouve dans la track, c'est par rapport aux caractéristiques que vous voyez ici.
la vitalité et l'endurance. En haut, vous avez niveau et rune. Donc de base, le barbare a 8, l'endurance est de 5. Ouais, Jack, je suis en train de record en même temps, comme ça je fais des rediffusions derrière. Et donc là, c'est les caractéristiques. Vous avez vitesse, endurance, après force, dextérité, intelligence, foi, défense et réduction de dégâts. Ouais, c'est ça, dis-je page. Parce que vous m'entendiez pas. Ça fait bizarre. Ici, vous avez les capacités. Les capacités sont débloquées selon le niveau du personnage. La première capacité est débloquée au niveau 3, la deuxième capacité est diffusée et faite au niveau 5, obtenue au niveau 5. Coucou Socaris. Donc, niveau 3, niveau 5. Ici, l'armure, l'arme ou bouclier, et ici, la rune. C'est les emplacements limitrophes. Vous m'inquiétez. Essayez de me dire si vous m'entendez ou si vous m'entendez pas. Je trouve ça bizarre que vous m'entendiez pas sur le chat et que vous me répondiez pas. Donc, les places qui sont ici sont les places qui limitent également l'accessibilité aux équipements. Ici, on n'en voit qu'une seule rune. On va pouvoir avoir qu'une seule rune sur l'intégralité du personnage. Ici, on a arme ou bouclier et arme. Au centre, vous avez arme à deux mains. Ce qui fait que si on prend une arme à deux mains, ça va prendre la place de ces deux-là, et on ne pourra pas porter une arme à une main, ni en plus un bouclier. On n'aura qu'une arme... ok. On me confirme ça sur le chat, c'est bien. On pourra porter qu'une arme à deux mains et pas les deux. Ici, l'armure, on pourra en avoir qu'une, et on la placera ici. Là, c'est deux objets, on pourra avoir un maximum de deux objets, généralement des consommables qu'on trouve chez l'alchimiste. Non, pas de souci, Jack. Vas-y, hein, tu peux... autant d'interactions que tu veux, hein, pas de problème. On entend très bien, au contraire. D'accord, c'est peut-être un petit peu fort, tu me dis, parce que j'ai changé le micro de place. Du coup, le niveau se retrouve ici. Du coup, ces caractéristiques vont être améliorées, on va trouver des stratégies pour justement augmenter certaines capacités, augmenter certains attributs pour pouvoir affronter au mieux, d'une façon le plus confortable possible, sans prendre de risques, les mobs au fil de l'aventure pour tuer le boss final, y arriver. Alors, pourquoi augmenter ces caractéristiques-là? Je vais vous remontrer une carte pour pouvoir porter des armes. Comment se présente une carte d'armes de forgeron? En haut, vous avez le symbole, qui veut dire soit à une main, soit à deux mains. Ici, vous voyez deux mains, c'est une arme à deux mains. Ici, savoir si c'est une arme qui permet d'attaquer à distance ou d'attaquer au corps à corps. Les armes de corps à corps permettront de taper la première menace dans la horde de menaces. Au niveau de d'armes à distance, on va pouvoir taper n'importe quelle menace dans cette horde-là. Tout à l'heure, on a vu une salle où il y avait des monstres, où on lançait un dé de 6 pour savoir le nombre de monstres qu'il y avait. Imaginons on tombe sur une horde de 6 monstres, ce qui n'est pas possible dans ce cas-là, mais peu importe. 6 monstres, au corps à corps, on va pouvoir taper le premier, alors qu'à l'attaque à distance, on va taper sur l'un des 6. Ah, très bien. Proxy me dit bonsoir. Bah, bonsoir Proxy. Il adore le jeu, bah tant mieux, moi aussi. Donc, arme à deux mains, arme à distance ou de corps à corps. Ici, quelles caractéristiques l'objet est en lien avec quelles caractéristiques? Il va falloir de la dextérité, il va pas falloir de la foi pour pouvoir utiliser un arc. Quoique avec le ki, pourquoi pas. Mais ici, dans ce cas de l'arc court, il nous faut d'abord de la dextérité. Lorsqu'on jettera le dé, de 20, on additionnera notre statistique de dextérité pour savoir quelle puissance de frappe on va avoir. Imaginons j'ai 10 de dextérité, je lance le dé et je fais 11, j'ai un score total de 21. Si la cible a une défense inférieure à 21, mon coup d'arc court marche. Ici, vous voyez la dextérité et de la force. La dextérité et la force, ce sont les valeurs nécessaires pour pouvoir utiliser cet arc. Ce qui fait que si on a une dextérité de 7 et une force de 8, on ne pourra pas utiliser l'arc. On est trop benet, on n'a pas assez de dextérité pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça qu'il va falloir interagir, il va falloir builder
toutes ces statistiques-là pour pouvoir porter certaines armes, mythiques ou non. En dessous, on va avoir l'effet de cette arme. Ici, dans cet exemple, c'est inflige 4 points de dégâts. Et là, vous avez la rareté et le coût. La rareté, on a bronze, argent, or. Ici, c'est du bronze. L'argent vaudra 2, l'or vaudra 3 à l'achat, parce qu'à la revente, c'est que 1. Et ça cadence également la force, l'impact que l'objet a. Donc là, je vais vous montrer par exemple des objets légendaires, comme le pavois. Hop, ici, on est sur un bouclier, d'accord? Donc, pas de caractéristiques à distance ou quoi que ce soit. Le pavois, il faut une force de 9 pour le faire, une dextérité de 5, réduit de 4 les points de dégâts subis, ok? Et là, ça vaut 4, c'est un objet légendaire or. Donc, j'en étais aux personnages et les caractéristiques. Les caractéristiques, il va falloir y faire attention pour pouvoir avoir les prérequis d'utiliser les objets que l'on va dropper sur les mobs pour se stuffer et arriver à taper le boss à la fin. On drop quand? Quand on tue des mobs. Lorsqu'on tue un mob de base, on va gagner 2 cristaux et 1 dé. Le dé, on va décider si c'est pair et impair, on le jette, et si on a raison, une sorte de tombola, si on a raison, on pioche 2 cartes chez le forgeron. On va faire une première sortie avec ces 2 salles-là. On va revenir, on va faire ce qu'on a à faire, on va faire une autre sortie aux 3 cartes. On va revenir, ressortir pour 4, revenir, ressortir pour 5. C'est des allers-retours pour se stuffer un maximum pour aller le tataner. Lorsqu'on revient ici au village, on appelle ça aux zones de repos, on va récupérer l'intégralité de son endurance, l'intégralité de sa vitalité, on va aller chez le forgeron, piocher 5 cartes, et ça sera l'étal de son magasin. On va pouvoir acheter les équipements qui seront proposés dans son étal. Là, par exemple, comme tout à l'heure, le pavois, on va pouvoir l'acheter pour 4 cristaux. Je vous rappelle, un mob de base nous offre 2 cristaux, et du coup, on va utiliser ces cristaux-là pour justement se stuffer. Du coup, on fait ça, on augmente nos caractéristiques, on augmente nos armes et on se tatane. Il y a quelque chose que je vous ai pas dit, la consommation d'endurance, c'est les skills de nos personnages qui sont ici. Le skill de niveau 3 pour le barbare coûtera 2 d'endurance, et le skill de niveau 5 coûtera 4 d'endurance. On récupère l'endurance totalement quand on revient au repos, ou on en récupère 1 en changeant simplement de salle, on en récupère qu'un. On les obtient quand on monte de niveau. On monte de niveau comment? Parce que jusque-là, je l'ai pas expliqué. Toujours en payant avec la monnaie du jeu. On va payer notre niveau actuel pour accéder au suivant. Si je suis niveau 3, je dois payer 3, et ça me permet d'accéder au niveau 4. D'accord? Et on peut cumuler ça. On n'est pas obligé, on peut tout faire d'un coup. Si on a envie d'aller jusqu'au niveau 5, qui est le niveau maximum, et qu'on a l'argent de le faire, on peut faire absolument tout. Les niveaux d'un coup. Ok? Dernière chose que je vous ai pas montré, c'est les monstres. Les monstres, hop, les monstres sont ici. L'âme errante. Comment se présente le monstre? Vous avez son artwork, que je trouve encore une fois magnifique, le nom, les caractéristiques et 2 icônes. Les caractéristiques, attaque et défense. Il va avoir une caractéristique d'attaque de 8, on va jeter un dé, dans le cas de MDD solo ça sera autre chose, mais on jette un dé, on additionne ce dé avec cette caractéristique, ça donnera sa valeur d'attaque. À nous derrière de se défendre, on jettera un dé, on additionnera notre valeur de défense, et on comparera. Si j'ai plus de défense, je prends pas de coup, si j'ai moins de défense, je prends le coup de l'âme errante. Le coup de l'âme errante est ici, infliger 6 points de dégâts. Même principe de fonctionnement pour sa défense. On compare notre jet d'attaque avec la caractéristique donnée, l'arc de tout à l'heure était la dextérité, on compare à son dé et sa défense. On compare et il se tatane. Les 2 valeurs qui sont ici sont les nombres de points de vie et ici la réduction de dégâts. Tout à l'heure, l'arc faisait 4 points de dégâts, il me semble, donc au lieu de lui faire 4 points de dégâts, il réduira de 1, je lui ferai que 3 points de dégâts. Il n'est pas tout à fait mort avec ses 4 points de vie. Voilà. Je pense que vous avez grosso modo de quoi suivre le live. Je fais le setup et on se lance dans une partie. J'ai fini mon monologue. Allez, à tout de suite pour la partie. Ceux qui sont en live, je coupe pas. Et posez toutes les questions si vous avez
des questions s'il y a des choses qui sont pas encore claires. Ok? Ciao, à tout de suite.